Écoutez, merci, je suis ravi d'être là. Merci Christophe de cette occasion de parler de ce projet un peu, voilà, cette aventure un peu folle. Je vous présenterai un peu l'historique, enfin non, très vite la construction et les premières navigations. Et je laisserai la parole à Guillaume Normandin, le directeur technique, de parler un peu de la situation actuelle vis-à-vis des champignons. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met en place. Donc projet un peu fou, de refaire naviguer un bateau construit au XVIIIe siècle, au même endroit, avec les mêmes méthodes, bon, mais le faire au XXIe siècle, bien sûr. C'est le projet qui... Alors, ça a une certaine logique, cette continuité, cette restauration, cette reconstruction, on va dire, parce que dans l'arsenal qui a été, il y a une frégate, j'ai encore une photo, je regarde juste après, une photo de Vernet, je ne sais pas si c'est la même, un peu moins bonne peut-être, d'une peinture de Vernet. La Rochefort l'arsenal a été restauré aussi dans les années 70, et donc ce projet de construire un bateau dans l'arsenal avait toute sa logique. Le choix s'est porté sur le bateau l'Hermione, commandé par, certes, Louis-René Latouche-Tréville, un grand marin qu'on connaît bien dans la marine nationale, puisqu'il a donné son nom à un bateau, mais surtout parce qu'il a accueilli à bord le marquis de Lafayette en 1780, le 10 mars exactement, juste avant de partir pour les États-Unis, vous savez, en Amérique, annoncé à George Washington l'engagement officiel de la France aux côtés des insurgés américains, et donc l'arrivée prochaine du corps expéditionnaire commandé par Rochambeau. Voilà donc l'idée de ce bateau, l'Hermione, on en a parlé, donc construit en 1778, première mission, et avec Latouche-Tréville, puis après, départ vers les États-Unis, vers l'Amérique. Donc une aventure humaine et maritime unique. L'ambition était de faire renaître les métiers technologiques et du savoir-faire, les métiers, les techniques et les savoir-faire du 18e, et en même temps, tout un aspect pédagogique, transmettre aux générations futures ces techniques, la mémoire de leur histoire, bien entendu, bien sûr, à travers les pages glorieuses de cette époque, de l'histoire navale, de l'amitié franco-américaine, puisque évidemment on a fait un voyage aux États-Unis, j'en reparlerai. La soif aussi de l'aventure humaine, de rêves qui deviennent des réalités, de l'engagement, de la passion, et l'esprit d'équipage, bien entendu, auquel tout marin est très, très sensible. Voilà. Et puis l'idée, un peu originale, c'était de faire pour soutenir tout ça, ce projet, une association, donc un projet vraiment associatif, avec une grande place aux bénévoles, tant dans la navigation du bateau, j'en parlais un peu, et dans l'entretien du bateau. Donc voilà, vous voyez l'ancienne et la nouvelle, on va dire, la réplique. L'idée aussi, c'était de faire un chantier ouvert au public pour faire participer le plus de monde possible à cette construction un peu unique, et aussi accessoirement pour permettre, c'est ça qui a permis le financement de l'Hermione, puisque bien sûr il y avait une billetterie associée à cette ouverture au public. Donc défi de la construction d'abord. C'est un bateau c'était une frégate de 12, donc 26 canons de 12 livres, 1200 tonnes, 66 mètres à la hors-tout, 3 mâts de plus de 50 mètres, donc en trois parties, 17 voiles. Bon, ces frégates étaient vraiment, à l'époque, les plus abouties, vous l'avez dit, professeur, sans doute c'est ce qu'on savait faire de mieux dans ce domaine de frégates, donc un peu rapide, frégate légère, rapide, très enviée par les Anglais pour leur vitesse, leur manœuvrabilité et leur élégance, d'ailleurs. Donc construite d'abord, je surveille l'heure parce que
construit d'abord dans la forme Louis XV, vous voyez. Donc ça, c'est bien à Rochefort. Hein. Puis à la fin, terminé et armé dans la forme Napoléon III, où il y avait plus d'eau. Et puis on pouvait mettre la frégate en eau. Voilà, donc ça paraît pas, mais ça a été quand même un peu rénové depuis. Et la boue en particulier a été enlevée parce que ça fait impressionnant. Donc la construction a été confiée à la société Asselin, qui est spécialiste dans la restauration des charpentes et de bâtiments historiques. On a pris cette société parce que c'était la seule à avoir une envergure assez grande, les reins assez solides pour réaliser ce projet qui a demandé quand même l'identification de 7000 chaînes pour les 1200 mètres cubes de bois qui ont été utilisés. Trouver les formes adaptées, on en a parlé, sur les plans de l'architecte Henri Chevillard Lenné. Et petit clin d'œil d'ailleurs, les plans ont été reconstitués en particulier grâce aux Anglais qui, je vous disais, jalousaient ces bateaux. Ils avaient fait une prise de la Concorde, bateau sister ship de l'Hermione, et avaient, suivant leur méthode, tout démonté, enfin regardé, tout mesuré, et il y avait des plans encore parfaitement utilisables à Greenwich, donc, que la société Asselin a pu récupérer pour construire et faire les plans de l'Hermione. Il a fallu réinventer des techniques de l'époque pour calfater les ponts, les coques, forger des milliers de pièces métalliques, tisser les voiles, 2000 mètres carrés même, 2200 mètres carrés de voiles en lin, tourner 900 poulies, faire 25 km de gréement dormant. Voilà. Donc vous voyez les coupes dont on a parlé suffisamment. Il y en a 62 à bord, c'est ça, Guillaume? Oui, 62. Vous voyez, c'est des pièces assez gigantesques. C'est le côte, la cage thoracique, comme disait, sur lesquelles on va mettre les bordées, donc la peau du bateau. La construction a duré 17 ans, comparé aux 6 mois en 1778. Et ben, c'était au fur et à mesure de la visite, je vous disais, des rentrées d'argent, la visite la venue des visiteurs. Il y en a eu quand même 4 millions, 4 millions de visiteurs en 17 ans. Et ça, c'était un grand succès populaire. C'est ça qui a fait connaître, je pense, l'Hermione, comme le voyage juste après. Et là, la règle d'or, c'était que nos prédécesseurs ont appliqué, c'était respecter les règles d'architecture navale de l'époque, bien entendu, et la signature visuelle. Il fallait que si M. de la Touche-Tréville revenait en mer et voyait ce bateau, il se disait « mais c'est toujours le mien ». Voilà. Tout en répondant aux normes de navigation et de sécurité actuelles du XXIe siècle. Donc vous voyez, un vrai challenge pour les artisans, comité historique qu'on a créé et comité technique, bien entendu. On a rajouté juste des pods électriques pour assurer la manœuvrabilité du bateau en urgence et dans les ports. Un peu de confort aussi pour l'équipage, bien entendu. L'équipage, ils sont 80 actuellement, au lieu de comparé aux 300, plus de 300 dont vous évoquiez. Voilà, et puis sur le confort pour la nourriture, bien entendu, des machines pour garder, des frigos, bien sûr, pour garder et ne pas être obligé d'embarquer du bétail vivant comme ça se faisait à l'époque, bien entendu. Voilà, y compris dans les détails, vous voyez le côté historicité, les couleurs, je sais que ça a fait un débat, le choix des couleurs a fait un débat entre historiens. Donc on a poussé le détail assez loin. Deuxième défi, la navigation. La navigation, un peu comme il a fallu pour la construction, il a fallu réinventer la manœuvre, comment manœuvrer ce bateau. Parce que, je l'ai dit, on a gardé vraiment, on a poussé ce détail de l'authenticité. Il n'y a rien il n'y a rien, aucun winch par exemple. Tout se fait à la main. Et donc, à 80, manœuvrer ce bateau, vous imaginez qu'il a fallu revoir des procédures. Ça se faisait à 300 à l'époque. Et en particulier, il a fallu sélectionner, former des marins de façon très attentive pour éviter évidemment que
qui se cassent la figure du mât, comme ça se faisait à l'époque. Évidemment, plus que c'est aujourd'hui, non, je plaisante bien entendu, mais enfin sur les 80 membres d'équipage, il y a 18 professionnels marine marchande, donc vous avez le commandant ici, un des commandants ici parmi nous, et 62 bénévoles. 62 bénévoles, vous imaginez que pour monter dans le mât à 40 mètres, pour mettre les voiles, être obligé de monter dans le mât, il faut les former, donc il y a au moins une semaine de formation, ils sont sélectionnés sur leur motivation essentiellement et leur capacité à monter dans le mât, et c'est ce qu'on appelle le test de grimpe qu'on leur fait faire dès le début. Ce n'est pas donné à tout le monde, je peux vous dire. 4 voyages, je vous disais. Donc, bien sûr, le voyage inaugural sur les traces de Lafayette tout de suite en 2015. Vous voyez, le bateau a mis 39 jours à comparer aux 38 en 1780. C'est quand même bon gage d'historicité, enfin d'authenticité plutôt. Et là, l'Hermione a acquis un succès populaire incroyable. Les Américains nous ont reçus, voyant revenir le bateau de Lafayette, bien sûr, comme il se doit. Un succès incroyable. L'Hermione a acquis ce statut d'ambassadeur, de symbole de la liberté. Qualité de navigation aussi, vous voyez, confirmée. Comme disait le commandant, le bateau ne pousse et ne traîne pas d'eau. Il a atteint plus de 12 nœuds, bon, avec un peu de courant sans doute, mais plus de 12 nœuds, même 13 nœuds 5, je crois. En tout cas, 10 nœuds de moyenne sur 24 heures. Pour ceux qui savent ce que c'est quand même pas mal avec un bateau de 1200 tonnes. C'est quand même incroyable. D'autres voyages après, en France, enfin en Europe, et à chaque fois avec un thème, si vous voulez, particulier. Bon, Brest-Saint-Malo, c'était pour les fêtes maritimes de Brest. La Méditerranée en 2018, c'était pour la francophonie, avec l'Organisation internationale de la francophonie. On a accueilli 200 jeunes comme bénévoles, si vous voulez, les gabiers, ce qu'on appelle les gabiers, qui avaient certains jamais vu la mer. Bon, là, c'était un petit peu compliqué pour le commandant. Voilà, et puis la dernière en 2019, la Normandie, où le bateau a assisté au 75e anniversaire du débarquement terralier, et puis bien sûr aussi aux fêtes à Rouen, l'Armada de Rouen. Voilà. Et donc, j'insiste, beaucoup de travail sur l'équipage, la formation. Vous voyez, il faut monter dans le mât assez haut, 40 mètres. Il n'y a pas de tutoriel, comme on dit. Il a fallu tout réinventer. Et en particulier, il faut savoir anticiper énormément toute variation de vent et diminuer la voile assez vite, parce que je vous dis, il faut monter dans le mât. C'est le seul bateau en France où il faut monter le mât encore. Le Belém, on peut tout faire d'en bas. Et donc, vraiment, quelques chiffres. Il faut compter 4 minutes. Bon, enfin, le commandant pourrait me dire mieux. Je crois 4 minutes. Le bateau est bien entraîné. Si en 4 minutes, on arrive à faire un virement, les 17 voiles sont en l'air, en place, il faut manœuvrer 17 voiles, il faut à peu près 4 minutes pour y arriver, sans winch, en faisant tout à la main. Il y a 280 points de tournage qu'on demande, là où on amarre, où on accroche les bouts, comme on dit. Il faut que l'équipage les ait bien enregistrés. 280, vous imaginez. Voilà. Et vous voyez donc aussi en tenue d'époque, qui permet de montrer un peu, et notamment en escale, tout ce côté historique de ce bateau. Voilà, devant l'engouement de la construction, des premières navigations, devant aussi ce côté associatif, je pense, qui a fait connaître, qui a fait aimer ce bateau, acquérir ce statut d'ambassadeur. Voilà, l'association a, il y a quelques années, aussi voulu transmettre et partager les valeurs que ce projet associatif véhicule et suscite depuis le début. Voilà, au profit de grandes, comme je disais, de grandes navigations, de grandes causes de la société. Aujourd'hui, nous sommes organismes de formation pour les marins, bien entendu, mais aussi pour faire découvrir les métiers du marin,
pour permettre à des jeunes un peu éloignés de l'emploi de retrouver confiance en eux, de retrouver un projet mobilisateur et fédérateur. Et vraiment, c'est une grande force de ce projet. Trois termes que j'emploie souvent, l'engagement, la solidarité et l'audace. Voilà. Voilà. Bon, ce sont étant dit, en 2021, au printemps 2021, lors d'un carénage de la coque, carénage habituel, on a trouvé sur le bordé arrière, sous la ligne de flottaison, bien sûr, une petite boursouflure sur donc le bordé, l'extérieur du bateau. Commençant en grattant, on s'est dit, on a vu que les membrures, les couples, un membrure était atteint, donc on s'est dit, c'est sérieux. Donc on a dit, il faut trouver une cale sèche de façon durable, enfin assez longtemps. On y est depuis 2 ans, encore 1 an et demi. Guillaume va nous le dire. Et donc on est allé à Bayonne, Anglette exactement, en ne pouvant pas revenir à Rochefort parce que la cale de Rochefort ne peut pas être mise à sec de façon durable, on va dire. Voilà. Du coup, on est allé à Bayonne faire cette réparation dans une belle forme. Et nous sommes très bien accueillis par les Basques. Mais voilà, pour un peu de travail. L'idée, c'est bien sûr de reprendre la mer le plus vite possible. Donc vous avez vu, c'est sérieux quand même, c'est cher, facturé salé. On a fait la moitié des travaux. On a des solutions pour que ça ne se reproduise pas. Mais restons humbles. Ça reste une matière vivante, le bois, et forcément, ça se reproduira plus tard. Voilà, on a un objectif de reprendre la mer en 2025, si on a le financement. On va parler 30 secondes. Sur les 10 millions, on en a trouvé 5. Il nous en manque 5, donc. Voilà, le secrétaire d'État à la mer nous attend pour l'année de l'océan, je crois, ou le sommet de l'océan. United Nations Ocean Conference. Voilà. Des Nations Unies, absolument. Voilà, donc je compte sur vous pour faire savoir que l'Hermione est toujours vivante. Elle continuera à naviguer grâce à vous tous. Merci.